ici Tumpuk Bavi, je m'appelle Dominique Lotte et je suis votre chef de cabine principal. Nous nous assurerons de votre sécurité et confort durant ce vol à destination de Antananarivo, Madagascar. Nous souhaitons la bienvenue à l'association Unired de Beauvais, cette association qui va effectuer une mission humanitaire de 3 semaines sur Madagascar. Au nom d'Air France KLM et de ses partenaires SkyTeam, nous vous souhaitons un très bon voyage avec nous tous. Madagascar est une île située dans l'océan Indien, à l'est de l'Afrique. Aussi appelée Grande Île ou encore l'île Rouge, elle est notamment connue pour ses lémuriens, sa vanille ou encore ses baobabs. Mais Madagascar, c'est bien plus que ça. En juillet 2018, 8 étudiantes de l'école d'ingénieurs Unilassal Beauvais se sont rendues à Madagascar en partenariat avec l'association Amadea. 4 étudiantes ont mené durant leur année universitaire un travail de recherche sur la fabrication de pâtes de fruits et se sont donc rendues à Madagascar afin d'évaluer l'efficacité du protocole développé, de former le personnel et de lancer la production. Le reste du groupe s'y est rendu pour représenter Unired et apporter son soutien à la construction d'un nouveau bâtiment dédié au travail de la soie. Unired est une association étudiante de solidarité internationale créée par des étudiants d'Unilassal en 1997. Durant l'été 2018, l'association a réalisé 2 projets axés sur la protection et l'éducation de l'enfance et le développement rural. L'un en Népal et l'autre à Madagascar. Pour réunir les fonds nécessaires à ces projets, les 26 membres de l'association se sont engagés pendant une année de différentes manières. Un partenariat avec le Crous de Picardie pour la gestion de la cafétéria universitaire, des ventes de nourriture et d'objets artisanaux lors de différents événements, ainsi que la création d'une cagnotte Ulule, plateforme de financement participatif, ont été mises en place. Amadea est une association donc, française qui a été créée en 1986. Nous-mêmes, donc avec Lalo, ma femme, on l'a rejoint pendant qu'on était encore étudiants en France. Et la même année, vraiment à la création de l'association. Et depuis, donc, nous sommes dans l'association. Nous sommes rentrés à Madagascar en 1987 pour développer les activités de l'association. Et c'est depuis donc que ça s'est plus ou moins concrétisé, et puis aussi en même temps on a développé plusieurs thèmes. Amadea est une association qui visait initialement à aider et protéger les enfants vivant dans des conditions de grande pauvreté. Ces missions se sont ensuite étendues au secteur du développement rural et la protection de l'environnement. En effet, tous ces thèmes sont liés sur le long terme et on ne peut espérer voir l'un s'améliorer au détriment des autres. Agir pour Madagascar, c'est d'abord aider les Malgaches à être les acteurs de leur propre développement. C'est pourquoi Amadea a choisi d'apporter un soutien actif au peuple malgache. Chaque fois, ce sont ainsi des demandes locales émanant d'associations ou de groupements villageois que Amadea cherche à satisfaire. Alors, Amadea travaille avec des groupements de paysans. On a commencé avec un groupement de paysans dans une zone bien déterminée. Et nous avons eu la volonté depuis donc de nous adresser aux autres paysans autour de cette même zone
et jusqu'à ce qu'il y ait dans cette zone-là une quarantaine de groupements. Et à partir de ce moment-là, nous avons pensé qu'il fallait peut-être voir si cette expérience était reproductible dans une autre zone. Donc nous avons choisi une autre zone où nous avons développé le même programme. Et ce qui fait qu'actuellement, nous avons un programme, mais dans deux zones différentes, deux districts différents qui concernent plusieurs communes. Et dans ces communes, nous avons dans une des zones 42 groupements de paysans, dans l'autre 45 groupements. En sachant que dans un groupement, il y a à peu près 10 personnes, 10 familles plutôt que 10 personnes, parce qu'on s'adresse à des familles. Donc maintenant, on tourne autour de 1500 familles à peu près que nous encadrons et qui bénéficient donc de l'appui d'Amadea. Et si on met ça à la taille de la famille, qui est autour de 7 personnes, donc ça fait déjà autour de 8000 personnes qui bénéficient donc directement de l'action d'Amadea. Et sinon, pour le développement agricole, notre premier objectif, c'est l'autosuffisance alimentaire. Donc à Madagascar, la première chose, c'est le riz. Donc nous, on accompagne les paysans pour améliorer leur rendement dans les rizières qu'ils occupent. Pour une moyenne nationale de 2 tonnes à l'hectare, maintenant, nous sommes autour de 5 tonnes avec ces paysans que nous accompagnons. Mais au-delà de ça, nous développons aussi la culture maraîchère. À Madagascar, les gens mangent surtout du riz et du manioc. Donc, c'est pas très bon pour comme monoculture et puis comme mono-aliment. Donc, et comme le riz ne reste dans les rizières que 6 mois dans l'année, donc on les encourage pendant ces 6 mois à cultiver des légumes. Donc nous, on fournit les semences. Et pour qu'ils les consomment, on a aussi une équipe qui accompagne ces mêmes paysans pour transformer en nourriture ce qu'ils produisent dans les champs. Donc tout ça, c'est en même temps pour avoir de la nourriture, mais aussi pour que les gens puissent en tirer un revenu. Et depuis 2-3 ans, nous avons développé un programme de transformation parce que les paysans, ils produisent, mais quand ils n'arrivent pas à vendre, donc tout ce qu'ils produisent, finalement, ils sont obligés de le brader. Donc nous avons mis en place une unité de transformation de fruits et de légumes dans la zone d'Andanville pour que ces mêmes paysans qui sont organisés en coopérative puissent transformer les produits qu'ils ont dans leur champ. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, en fait, on a été obligé de plus ou moins de se rapprocher de la demande du marché parce que si on veut vendre, il faut quand même que les gens veuillent ces produits. Dans le cadre de ses actions de développement d'activités génératrices de revenus pour les Malgaches, Amadea soutient le projet d'unité d'agrotransformation de la coopérative Tsinjo. Cette unité a été mise en marche début 2018 et constitue l'aboutissement de 3 ans de travail. Vous savez que le physalis, ça fait saouler les gens. On les saoule, oui. Au sein de la coopérative, un groupement de paysans cultive les champs avoisinants en permaculture et en agriculture biologique, ce qui permet de fournir des produits agricoles à la sécherie. Différents fruits sont séchés, tels que les physalis, des ananas, des bananes ou encore des kakis. Par ailleurs, les rhizomes de gingembre et de curcuma y sont aussi séchés pour produire des épices. La sécherie a déjà fait ses preuves sur le marché et conquis de nombreuses papilles. Elle a poursuivi sa diversification avec la fabrication de confitures, de jus et maintenant de pâtes de fruits. La coopérative Tsinjo constitue un véritable atout socio-économique local puisqu'elle permet de générer un revenu et un travail à temps plein pour les jeunes. La coopérative Tsinjo, c'est commencé l'année 2013 et nous faisons de transformation de fruits et légumes à la sécherie d'Andanville. Les personnes qui travaillent dans le coopérative, c'est
18 jeunes et plus de 10 techniciens et les membres de coopérative de bureau. Cette année, donc dans le cadre de notre projet en 4e année en alimentation et santé, on a pu, grâce à nos tuteurs et grâce à nos commanditaires, élaborer donc des pâtes de fruits pour aider une coopérative agricole pour développer et valoriser donc, des fruits frais. Donc dans ce projet, on a essayé de mettre en place la formulation de pâtes de fruits en prenant en compte toutes les conditions qu'on aurait sur place. Et donc ce voyage après à Madagascar, on a pu donc former les opérateurs justement sur l'élaboration des recettes de pâtes de fruits. Les pâtes de fruits présentent de nombreux avantages. Elles se conservent bien, utilisent les fruits qui pourraient se perdre, elles se vendent sans problème et sont facilement réalisables car elles ne nécessitent pas de disposer de grosses infrastructures. Donc là, je suis en train d'expliquer en fait qu'il est important de désinfecter donc, les planches à découper. Donc c'est-à-dire faire un lavage d'abord avec un peu d'eau pour enlever la saleté et après mettre du vinaigre blanc pour désinfecter pendant 5 minutes. Et après, ils peuvent les utiliser pour faire la production. Et ça doit être fait donc avant la production et en fin de production, quand la journée, admettons, est finie, pour éviter en fait qu'entre chaque production, entre la veille et le lendemain, il y ait le développement microbien. Une pâte de fruits, c'est un produit qui est plutôt simple et qui est composé de 4 ingrédients principaux. Donc il y a d'abord les fruits, le sucre, la pectine jaune qui est donc le gélifiant pour faire la pâte de fruits, et le citron vert qui permet d'acidifier le produit. La pectine, ça provient des pépins de la pomme ou de la peau de la pomme et aussi principalement dans les agrumes et dans les fruits rouges et c'est des fruits qui sont riches en pectine. Pour réaliser des pâtes de fruits, il faut peler, couper et mixer les fruits, extraire le jus des citrons verts, peser le sucre et la pectine jaune dans les proportions déterminées au préalable et ajouter des épices. Il faut ensuite cuire les fruits dans une casserole, puis ajouter de la pectine jaune et le sucre. Il est nécessaire de faire chauffer le tout à 107 degrés Celsius. Et en plus des 107 degrés, il faut vérifier donc avec le réfractomètre, ce qu'on appelle le degré Brix du coup, avec ça. Et quand il atteint les 76 degrés, c'est que c'est bon. Et on met sur la partie bleue. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, ça suffit. Une fois la cuisson terminée, le jus des citrons verts est ajouté et mélangé pendant quelques secondes. Enfin, dans un moule huilé, la préparation est coulée sur 1,5 cm d'épaisseur. Il ne reste plus qu'à découper la pâte refroidie et à la rouler dans du sucre avant de pouvoir la déguster. Ça vous plaît ? Une des grandes fiertés des producteurs est l'utilisation des physalis de la coopérative par la chocolaterie Robert pour réaliser de succulentes gourmandises. Cette entreprise fabrique depuis 1940 des chocolats d'origine malgache et s'affirme ainsi comme la première chocolaterie de la Grande Île. Lors de ce voyage solidaire, les jeunes employés de la sécherie ont tenu à faire découvrir les environs aux étudiantes françaises. Toutes et tous ont pu profiter des magnifiques paysages et mettre leur physique à l'épreuve lors d'une randonnée dans les hauts plateaux malgaches. Pour marquer le départ de la sécherie, une soirée karaoké franco-malgache a été organisée. L'occasion pour toute l'équipe de goûter aux fruits séchés, au soda, à la bière et au rhum de Madagascar. Les Malgaches ont démontré un talent certain au chant et ont initié les étudiantes à certaines de leurs danses. Ambiance garantie. Le voyage solidaire se poursuit. Direction Amberemanga. Ce village est devenu le berceau de la sériciculture, c'est-à-dire l'élevage du ver à soie dans la zone de Maïtsi, une région historiquement séricicole du temps des rois. Les membres d'Unired se rendent à Madassoa, un atelier de filature et de tissage.
Sur le trajet, un rassemblement attire l'attention des étudiantes qui s'arrêtent pour découvrir un marché de zébus. Tandis que certaines personnes les saluent, d'autres les regardent simplement, intriguées, puisque peu d'Occidentaux se rendent habituellement ici. Pour rejoindre l'atelier, il faut ensuite quitter la route nationale pour emprunter sur 12 km une piste quasi impraticable, traversant de nombreux villages et offrant une vue magnifique sur les cultures des hauts plateaux malgaches. Non, perso ça va. À l'origine, l'atelier Madassois avait pour objectif de permettre aux paysans de transformer leurs cocons, qui sont des produits périssables, pour se soustraire à l'emprise des collecteurs qui achetaient leurs récoltes à des prix dérisoires. Depuis, l'activité est en permanente évolution et se perfectionne au fil des années. La filière séricicole a été relancée par Amadea en 1998, puis au niveau national en 2002 par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. En 2015, l'atelier a reçu bénévolement pendant un mois des enseignements d'une experte de haut niveau, spécialiste de la soie. L'équipe de Madassois a ainsi découvert durant cette période des techniques de filature, de teinture et de tissage qui l'ont amené à innover et à rechercher chaque jour une plus grande maîtrise de son art. Aux alentours d'Amberomanga, Barisac est devenu le référent des sériculteurs. Principal pilier de l'atelier Madassois, ce technicien d'Amadea assure l'approvisionnement de la zone en graines de Bombix et l'appui technique à toute personne voulant s'adonner à cette activité. Le travail réalisé pour produire les cocons est essentiel, puisque la qualité soyeuse du cocon dépend de la qualité et de la quantité de feuilles de mûrier que les éleveurs donnent au ver à soie pour le nourrir. Pour l'élevage des vers à soie, au début, les œufs de Bombix Muri, les œufs, on fait pour les races de bivoltin, besoin de traitement de HCl, acide chlorhydrique. Et après le traitement acide chlorhydrique, avant l'élevage, on a fait le désinfectant de magnanerie parce que éliminer les maladies, les microbes, etc. Mais pendant l'élevage, on fait les œufs de Bombix Muri, on attend entre 10 et 12 jours, attendre les éclosions. Et l'éclose, les petits vers éclosent et donnent le nourrissage. Petits morceaux de feuilles, feuilles de mûrier, 2 ou 3 fois par jour pendant une semaine. Et après une semaine, les vers mûs. C'est le cycle des vers. Une semaine, c'est premier âge. Et après, deuxième âge, une semaine aussi, les vers mangent les feuilles de mûrier. Toujours mangent les feuilles de mûrier 2 ou 3 fois par jour. Et après, pendant un mois, les vers muent 4 fois. Et 4 fois. Premier âge, mu, deuxième âge, mu, troisième âge, mu, quatrième âge, mu, et 5e âge. Et après 5 mois, les vers fabriquent le cocon. Oui. C'est le cocon. Après le 5e âge, on met les fougères, les pailles de riz pour les vers faire le cocon dans les fougères. Et après, les récoltes de cocon, c'est nous récoltons le cocon. Et deuxième vague, première vague, les cocons bonne qualité, bonne santé, on trie faire les graines de vers à soie pour distribuer les vers là-bas. Et les cocons mauvaise qualité, mal forme, on nous fait le fil
pour tisser les charpes, les cachinets. Grâce au travail de Barizac, la disponibilité des œufs de verre à soie a fortement contribué au développement de la filière dans cette zone. Actuellement, environ 300 paysans disposent d'une source de revenus importante grâce à la sériciculture. L'objectif à terme est de concerner 1 millier de familles. Cette activité permet aux familles concernées d'améliorer leurs conditions de vie et elle contribue par la même occasion à lutter contre la pauvreté en milieu rural. À Madagascar, le secteur agricole emploie plus de 80% de la population active et il est donc important de soutenir ce secteur. En acquérant et en transformant leur production, l'atelier assure un débouché aux éleveurs partenaires d'Amadea. La filière leur garantit un prix rémunérateur pour la vente des cocons tout en augmentant leur autonomie. Par ailleurs, dans une région fortement touchée par le fléau du feu de brousse, le développement de la culture de mûrier et de la sériciculture contribue aussi à la protection de l'environnement, car le sériciculteur a besoin d'1 pied de mûrier pour élever environ 500 œufs de Bambix. Dans l'atelier, règne une ambiance de concentration. Ici, les femmes qui travaillent s'activent comme des fourmis, car plusieurs étapes sont nécessaires pour arriver au fil de soie. Les cocons sont tout d'abord plongés dans un bain d'eau bouillante pendant 10 à 15 minutes. Ils se ramollissent et sont ensuite agités avec un bâton afin de dégager les fils. Il faut ensuite tirer du cocon un fil de soie continu pouvant mesurer jusqu'à 1,5 km. C'est l'étape du dévidage. Ce n'est qu'à ce moment-là que... Ah oui, ça se passe mal. ça se passe mal, oui. Passez ici. L'étape suivante est celle du moulinage, qui sert à tordre le fil sur lui-même afin de le consolider. Il en ressort de jolis écheveaux de fil travaillés de différents aspects. Les fils calibrés sont ensuite montés sur les métiers à tisser et peuvent alors être utilisés pour le tissage. C'est un travail magnifique qui requiert habileté, patience et précision. Les écharpes fabriquées restent aux couleurs naturelles de la soie ou sont teintées selon l'inspiration des artisans. C'est donc le talent du personnel de l'atelier qui fait la finesse et la beauté des écharpes vendues à Madagascar et en France. Alors Natacha, comment ça se passe? Eh bien, on tisse une écharpe en soie. Pour l'instant, on a à peu près 1 mètre, il reste 80 cm. Super. Voilà.
pour le nettoyage des écharpes. Oui. C'est l'écharpe, encore un peu de séricine, le dégraissage pour éliminer les séricines sur les fils ou sur l'écharpe. Et maintenant, c'est nous faire le blanchiment. Pour le blanchiment, pour blanchir et éclairer c'est les fils. Mais là, il repart. Si nombre d'activités se réalisent en plein air ou chez les habitants, la production d'œufs de Bombix, le filage et le tissage nécessitent quant à eux des matériels spécialisés et des locaux pour les recevoir. Afin de mieux répondre aux exigences de qualité et pour satisfaire la demande des Malgaches, il est alors devenu nécessaire de doter l'atelier de bâtiments plus grands et plus fonctionnels. Amadea a donc planifié une réorganisation de l'atelier, qui passe par la construction d'un nouveau local de 90 mètres carrés pour mieux dissocier les activités de tissage et de filature. Cette opération a notamment reçu le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et d'Unired. En effet, grâce à ces actions menées pendant une année, Unired a pu réunir 11 000 € pour réaliser les travaux. Les membres d'Unired sont arrivés sur place au début du chantier et ont donc aidé les ouvriers à transporter les premières pierres taillées pour former les fondations du futur bâtiment. L'assaut malgache s'affirme même dans le secteur du luxe. Le 1er juillet 2018, Christophe Josse, surnommé le Petit Prince de la couture française, a dévoilé sa collection automne-hiver lors d'un défilé à Paris. Pour ses créations, le couturier a utilisé un tissu élaboré par Maïté Tanguy, une créatrice textile reconnue au niveau international. Elle a utilisé différents types de soies produites par l'atelier Madassoie et les a mélangés à de l'alpaga, du cachemire et des bourrettes de soie de provenance diverses. Salam.
Maï. Les étudiantes sont invitées par Patrick et Lalao, les responsables Amadea, pour voir la finale de la Coupe du Monde le 15 juillet. C'est l'occasion de partager un délicieux repas, d'apprécier leur accueil chaleureux et d'assister à la victoire des Bleus. Les Françaises sont surprises de voir à quel point les Malgaches soutiennent l'équipe de France. Certains portent le maillot français, d'autres s'amassent devant les rares postes de télévision ou encore suivent le match à la radio. Et cela malgré la rareté de l'électricité. Sur la grande île, l'accès aux services essentiels tels que l'électricité fait bien souvent défaut, puisque près de 80% de la population n'a pas accès à l'électricité. Or, celle-ci devient rapidement indispensable et son absence handicape le quotidien des habitants en zone rurale. En effet, la nuit tombe très tôt à Madagascar et dès 17h30, il est nécessaire de stopper le travail, faute d'éclairage. Face à cette problématique, Amadea et plusieurs acteurs se sont peu à peu mobilisés afin de trouver une solution efficace et peu coûteuse. C'est ainsi qu'a émergé l'idée d'édifier des kiosques solaires. Les habitants des villages concernés ont donné l'impulsion au projet qui a bénéficié par la suite du soutien d'Amadea, du centre écologique Albert Schweitzer et du Conseil général de la Charente. Les kiosques solaires répondent à plusieurs besoins. Ils servent à éclairer les salles de classe des écoles rurales et à projeter des films pédagogiques. Ils servent également à éclairer les lieux publics, ce qui donne l'opportunité d'organiser des réunions en soirée. Ils permettent aussi aux habitants de recharger leur téléphone et d'utiliser des appareils électroniques tels que des ordinateurs, des imprimantes et des frigos. Enfin, à la place des bougies qui coûtent 500 ariary, les habitants peuvent désormais louer des lampes solaires qui coûtent 200 ariary par jour. Celles-ci sont rechargées par des panneaux photovoltaïques et les batteries du kiosque. Les lampes solaires permettent de bannir l'utilisation de lampes à huile dont les émanations sont dangereuses pour la santé. Elles représentent ainsi une alternative beaucoup plus économique et respectueuse de l'environnement. À Amberemangue, le kiosque s'avère être une réussite puisqu'il bénéficie déjà aux 100 élèves des écoles préscolaires et primaires ainsi qu'aux 200 familles du village. Les étudiantes quittent le centre de Madagascar, ses paysages montagneux et son climat sec pour rejoindre le centre d'accueil de Maambo, situé sur la côte est. La végétation y est bien plus abondante et l'humidité y est omniprésente.
principale préoccupation d'Amadea, de toute façon, ce sont les enfants. Donc la mission d'Amadea, la mission qu'elle s'est donnée, c'est d'offrir un avenir meilleur aux enfants malgaches. Donc au début, dans les premières années, on aidait des centres qui s'occupent d'enfants, on aidait des gens par des différents parrainages, mais on s'est très vite rendu compte que en fait, finalement, les meilleures personnes qui peuvent s'occuper des enfants, ce sont leurs parents eux-mêmes. Nous avons ouvert 2 centres qui s'occupent d'enfants, mais dans le cas où ces enfants doivent être accueillis autrement que dans leur famille. Donc c'est le cas en Tirabé, nous avons un centre qui accueille des enfants de prisonniers, des enfants de prisonniers, mais aussi enfants en difficulté, enfants qui sont maltraités ou enfants qui sont abandonnés. Parce que quand la mairie ici n'a pas de moyens pour placer les enfants, dans ce cas-là, on les place dans les centres qui relèvent de l'État. Et les seuls centres qui relèvent de l'État, ce sont les centres de rééducation de mineurs délinquants. Donc c'est un peu la double peine pour les enfants quand ils ont des problèmes, qu'on les place en plus dans des centres de détention. Le centre de Mambo fonctionne à la fois comme un centre d'accueil pour jeunes enfants abandonnés, souvent issus du tourisme sexuel, et comme un centre de renutrition pour enfants et de formation de leurs parents aux bonnes pratiques alimentaires. La présence d'une école maternelle et d'une école primaire permet d'accueillir ces mêmes enfants, et ceux des alentours. Malgré leur passé difficile, c'est avec le sourire, la curiosité et la bonne humeur que les enfants ont accueilli les étudiants de chez eux. Moi, je suis Mireille, je suis la responsable du centre. Je suis ici depuis 2013. Le centre a été créé entre 2001 et 2002. Et l'objectif du centre, c'est pour aider les enfants, surtout les enfants orphelins, que ce soit de mère, de père ou les deux. Et aussi on prend les enfants qui vivent dans la précarité totale. Et souvent l'effectif d'ici c'est souvent entre 9 enfants et 15 enfants. Et voilà. Les enfants restent ici, au fait ça dépend de leur projet de vie. Parce qu'il y a des enfants qui ont des projets de vie pour l'adoption. Et il y a aussi les enfants qui ne sont pas adoptables. Ils restent ici jusqu'à la majorité de son âge. Et aussi jusqu'il est autonome, quoi. Voilà. Chaque dimanche matin, les nourrices amènent les enfants à une cérémonie religieuse de l'Assemblée de Dieu. Il s'agit d'un regroupement d'églises chrétiennes évangéliques de courant pentecôtiste présent au niveau mondial. À Madagascar, environ la moitié de la population est chrétienne, soit catholique, soit protestante. Et depuis quelques années, l'islam voit son nombre de pratiquants augmenter. Cependant, ces religions sont mélangées à des croyances animistes traditionnelles. Les Malgaches vénèrent en effet un dieu unique, créateur du monde, qu'ils appellent Zanahari. Dans la vie de tous les jours, ils font référence à leurs ancêtres, qui jouent un rôle d'intermédiaire entre les vivants et le dieu Zanahari. Ainsi, les ancêtres sont vénérés de manière particulière, et c'est par exemple le cas lors du Famadihana, autrement dit, le retournement des morts.
Madagascar, tous les ans, au moment de l'hiver, donc il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle le retournement des morts. En fait, c'est une coutume qui consiste à honorer les morts, puisque pour la Malgache, la mort n'est pas une fin, c'est la continuité de la vie, mais sous une autre forme. Et celui qui est mort est supposé en plus à avoir un état supérieur, puisqu'il a pour rôle de protéger les vivants. Et les vivants, ils ont pour mission de s'occuper du mort, même quand il est dans son tombeau. Et de temps en temps, donc, les familles décident qu'il est grand temps de changer les linceuls des morts, parce que le mort, il est enveloppé dans un tissu en soie, et au bout d'un certain temps, ce tissu se détériore avec le corps, et donc pour que le mort, donc son âme se sente bien, il faut le réenvelopper avec de nouveaux linceuls. Et c'est l'occasion d'une fête qui réunit tous les gens qui sont descendants ou de la famille des gens qui sont dans le même tombeau. Et toute la famille donc se réunit et puis refait la cérémonie qui consiste d'une part donc à extraire les morts du tombeau, les réarranger tous les os et puis bien les nettoyer le linceul et tout ça. Et puis après ils font une fête qui peut durer quelques jours selon les personnes. Et durant cette fête, donc, c'est une nouvelle communion entre les vivants et les morts. On danse avec, en soulevant les nattes dans lesquelles sont enveloppés les morts. Et à la fin de la cérémonie, donc, on remet de nouveaux linceuls autour des corps et on les remet dans le tombeau. Et ça peut arriver tous les 7 ans, tous les 10 ans, en fonction des familles en fait. C'est selon les gens. Souvent, il y a des gens qui disent qu'ils ont entendu des voix comme quoi telle personne se plaignait d'avoir froid dans le tombeau. Et donc voilà, c'est le début du processus généralement. Pendant toute la durée du voyage, les cuisinières d'Amadea ont concocté des plats délicieux pour les étudiantes. Poisson coco, riz au bread, beignets de banane, salade de manioc, jus de passion ou encore viande de zébu. L'équipe a été surprise par les repas qui ont été servis, car les Malgaches consomment normalement beaucoup de riz et très peu de viande. En effet, le riz est considéré comme le plat principal et la viande et les légumes sont considérés comme des accompagnements. Les Malgaches consomment généralement 2 repas par jour, mais les plus démunis n'en consomment qu'un le midi. Par ailleurs, l'une des spécificités à Madagascar est de boire l'eau de cuisson du riz. Les grains de riz qui ont caramélisé au fond de la marmite donnent un goût amer à cette boisson chaude qui aide à la digestion. En fait, dans le centre, il y a aussi le centre de renutrition. Ça, c'est pour les enfants malnutris, référés par le centre de santé de base. Quand le docteur a vu qu'il y a des enfants dans le village qui a présenté de la malnutrition, c'est le docteur qui a référé cet enfant chez nous pour prendre de la nourriture pour qu'il puisse avoir de la force, des développements et tout ça, quoi. À Madagascar, la précarité est l'une des principales causes de la malnutrition. À cela s'ajoute le manque de connaissances et de compétences, et la plupart des Malgaches ne savent pas comment cuisiner les aliments dont ils disposent. D'autre part, certaines femmes et jeunes mères décident de revendre les produits cultivés et particulièrement les légumes au lieu de les garder pour leur propre consommation. C'est pour ces raisons que le centre dispense des formations nutritionnelles aux Malgaches. Les mères, accompagnées de leurs enfants, peuvent venir 5 jours sur 7, entre 9h et 12h, pour voir la préparation du repas et bénéficier de celui-ci. Des animatrices sont présentes et cuisinent le repas devant les jeunes mamans. Ça, ce qu'on fait, moi et Madame Billy, on essaie de leur apprendre comment manger, comme par exemple manioc. Pas comme tous les jours, ça c'est cuire avec de l'eau et manger naturellement comme ça ou bien avec du sucre. J'ai travaillé avec la loi Patrick depuis 21 ans. On avait travaillé avec mon mari
Mon mari, il est ingénieur agronome, mais il est retraité. Et maintenant, il garde la maison. Et moi, je continue à travailler avec Patrick et Lalo. Et ce que nous faisons, c'est que nous leur donnons des cours de cuisine, pour moi surtout. Et après, c'est le docteur Sou qui arrive après à expliquer aux femmes quelle est la valeur nutritive de ce que nous préparons. Ce que nous préparons, c'est que les femmes, elles amènent des carottes, des légumes, du manioc, tout ce qu'il faut qu'ils cultivent. Et c'est ça que nous préparons. Nous préparons, nous expliquons et après nous mangeons. Et puis là, elles peuvent dire c'est bien ou c'est pas bien. Et puis lors de la foire qui se passe à peu près dans les 4e semaines du mois d'octobre, elles représentent les repas que nous avons préparés ensemble durant toute l'année. Et avec ça, nous faisons une sorte de concours. La meilleure recette, la meilleure présentation, la meilleure femme, comme ça. Et puis les femmes sont contentes parce que c'est à partir de ces occasions-là qu'elles peuvent s'approvisionner en idées et puis en ustensiles de cuisine. Et puis il y a certaines même qui disent qu'elles n'ont jamais pensé aux ustensiles quand nous n'étions pas là. Quand nous sommes là, elles arrivent à avoir des verres, des marmites, tout ce qu'ils ont besoin pour faire la cuisine. C'est ce que nous avons fait en matière de santé, éducation nutritionnelle, éducation sanitaire, l'hygiène et aussi les plantes pratique de la plante médicinale. Durant notre formation, c'est-à-dire une fois par mois, pour chaque groupement, il y a des conversations qu'on a échangées avec ces femmes-là. Et durant ces conversations, on les incite à participer à la vie citoyenne. Surtout ici, si vous connaissez beaucoup de femmes, ce sont surtout les femmes qui travaillent. Elles se réveillent à 4 h du matin, elles préparent le petit déjeuner, ensuite elles descendent dans le jardin, elles préparent donc le repas du midi et elles reviennent au champ. Et le monsieur, entre-temps, il vivote comme ça. Non, les hommes malgaches ne travaillent pas comme les femmes. Et puis moi, je dis des blagues comme ça. Et à la fin de la journée, il faut que vous fassiez le devoir conjugal avec monsieur. Hein? C'est les qu'on dit comme ça, mais... Et puis ça les étonne qu'on en parle comme ça. Moi, j'ai même reçu un sobriquet chez les hommes. La petite grosse qui raconte aux femmes que vous devez avoir de l'argent dans votre poche parce que vous participez à la culture, au jardin. Vous devez avoir un peu d'argent chez vous, ne serait-ce que pour acheter des rouges à lèvres, des frocs. Ça ne plaît pas aux hommes? Pas beaucoup. Pas du tout. Des hommes qui... Ça leur donne des idées d'émancipation. Ce voyage solidaire a donné l'opportunité aux étudiantes d'échanger avec des locaux et des personnes qui œuvrent pour l'amélioration du quotidien de la population malgache. Elles ont ainsi pu découvrir en profondeur la culture malgache et aborder des sujets divers tels que la religion, l'agriculture ou encore les traditions. On reproche beaucoup aux Malgaches le concept de Mouramour, mais en fait c'est une philosophie de vie des Malgaches. Donc la société occidentale, elle est tellement obnubilée par le temps que voilà, dans le concept occidental, le temps c'est de l'argent. À Madagascar, c'est complètement autre chose. La vie n'est pas une course contre la montre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en Madagascar, comme on l'a dit, on dit que les Européens ont la montre, mais que nous avons le temps. Ça dit tout en fait. C'est que une chose qui n'est pas faite tout de suite peut toujours être faite après, parce que peut-être qu'entre-temps il y a eu d'autres choses qui ont été faites. C'est pas parce qu'on n'a pas fait cette chose-là à l'heure dite qu'on n'a rien fait.
Et d'ailleurs, donc, le temps chez nous n'est pas linéaire, c'est-à-dire que ça ne commence pas à 0 heure et finit à 24 heures. Le temps chez nous, c'est plutôt, il commence au moment où on doit mener l'action. Donc c'est surtout ça qu'on tient en compte. Tout ce qui est entre l'action et une autre action, généralement n'est pas comptabilisé. C'est pour ça donc que dans la vie moderne européenne, on considère que le Malgache perd beaucoup de temps, mais lui, il ne considère pas qu'il a perdu de temps parce qu'entre-temps, il a fait autre chose. Donc toutes ces choses devant être faites, à un moment donné, elles seront faites, mais peut-être pas dans le temps qui lui a été imparti. Donc ça pose effectivement un problème de culture. Parce que si vous avez un rendez-vous à Madagascar, il y a sur une vingtaine de personnes qui vont venir à la réunion, vous aurez plus de 10 personnes qui ne seront pas là à l'heure dite parce qu'ils ont fait autre chose. Et donc ceux qui veulent absolument se dire qu'il faut commencer à telle heure parce que c'est l'heure, eh ben, ils ont tout faux pour les autres parce que les autres, ils ne considèrent pas avoir perdu leur temps, ils ont fait autre chose. Mais comme les autres ont attendu, ils considèrent qu'ils ont perdu leur temps. Donc c'est deux conceptions vraiment qui sont différentes et qui s'opposent dans la vie moderne. Mais dans la vie courante, à la campagne, les gens, ça ne les perturbe pas, puisque s'ils se lèvent le matin, ils ont toute une liste de tâches à accomplir, donc ils vont les accomplir, mais il n'y a pas d'heure pour les accomplir. La culture d'un pays peut s'apparenter à un iceberg, mais pour mieux la comprendre, il faut aller en profondeur et ne pas s'arrêter sur ce qu'on voit au premier abord. La culture malgache est aussi intéressante que complexe. Ainsi, le meilleur moyen de se faire une opinion sur Madagascar, c'est de partir soi-même à la rencontre de ses habitants.